calcul des contraintes de détermination des surcharges. Dans ce cours, on verra comment évaluer l'augmentation des contraintes induites dans un volume de sol par une charge superficielle. Détermination des surcharges. Soit Q0, la surcharge apportée par une fondation. Pour construire cette fondation, il a fallu excaver le sol sur une profondeur D et donc supprimer une contrainte naturelle sigma prime V0 égale à gamma D. La surcharge apportée par la construction de la fondation à prendre en compte dans les calculs est donc c'est Q égale à Q0 moins gamma D. Dans les calculs des fondations superficielles, les profondeurs sont souvent comptées à partir du niveau de la semelle et non à partir de la surface du sol. Un premier ordre de grandeur de l'accroissement de contrainte en profondeur au doigt de la charge ponctuelle peut être déduit de l'estimation de la zone d'influence de cette force. Vous avez cette zone d'influence en surface, où c'est plus élevé. L'idée en est fournie intuitivement en examinant une coupe montrant le mouvement d'un empilement bidimensionnel de rouleaux supportant une charge locale. On voit que chaque rouleau chargé transmet sa charge au niveau inférieur sur une zone de plus en plus large, délimitée par une droite faisant avec la verticale un angle bêta. Et dans le cas où ça se fait de manière régulière, donc cet angle va être égal à 30 degrés. L'idée peut être étendue à un empilement tridimensionnel de sphère régulière et elle conduit à estimer en première approximation qu'une charge ponctuelle influence en profondeur un cône d'ouverture de bêta. Et dans ces conditions, une surcharge ponctuelle P provoquerait à une profondeur relativement Z. Voici la profondeur Z relative. Vous avez le rayon ici. Et à partir de là, on peut déterminer un apport de contrainte en delta sigma prime lié à la surcharge, bien sûr. À supposer que cet apport soit uniformément reparti, vous pouvez déterminer cette surcharge en fonction des éléments ici. Vous avez la surcharge ponctuelle ici P, la hauteur d'analyse ici, et ensuite le rayon R ici. Cette surcharge va être égale à delta sigma V égale à P sur pi R carré, avec R égale à Z tangente bêta. Si on remplace R par Z tangente bêta, vous avez delta sigma V égale à K par P sur Z au carré, avec K égale à 1 sur pi tangente carré bêta. C'est une première approximation de delta sigma V en considérant une charge ponctuelle appliquée sur une surface semi-infinie. Une analyse quantitative dépend des relations de comportement contrainte en déformation et elle nécessite que l'on explique des hypothèses de cette modélisation. Dans le cas de sol, la relation entre contrainte et déformation nous avait donné quoi? Le module oedométrique. Si on veut rester dans le cas sol, je dirais le module oedométrique. L'estimation de la distribution des contraintes causées par des surcharges appliquées en surface se fait généralement à partir de la théorie de l'élasticité linéaire. En effet, on suppose que les contraintes sont proportionnelles aux déformations pour faire appel au principe de superposition. Dans la réalité, la réponse du sol est relativement linéaire dans le début de la mise en charge. Et c'est pourquoi Peter Zaghi, 1943, accepte l'hypothèse de l'élasticité linéaire et donc le principe de superposition, pour autant que le coefficient de sécurité par rapport à la rupture soit supérieur à 3. La plupart de ces solutions supposent que le sol est homogène et isotrope. Ce n'est généralement pas le cas, mais l'ingénieur a peu d'alternatives. Il doit utiliser les résultats de ces théories en les relativisant de son jugement d'ingénieur. Maintenant, la première relation que nous allons voir, c'est la relation de Boussinesq. Qu'est-ce que dit Boussinesq pour pouvoir faire cette application? L'expression des contraintes et de la déformation induite par une force ponctuelle, P, appliquée à la surface d'un solide semi-infini, a été développée en 1885 par Boussinesq. Cette équation donne un point de départ assez communément admis pour estimer les contraintes générées au sein d'une masse de sol par une force ponctuelle appliquée à sa surface. Les hypothèses que Boussinesq a, le matériau considéré est un solide semi-infini, masse de matériau limitée d'une part par une surface plane horizontale et s'étendant jusqu'à distance infinie de toutes les directions en dessous de ce plan. Ensuite, il a considéré que
Le matériau est élastique, caractérisé par deux constantes d'élastique. Le module d'élasticité E et le coefficient de Poisson, mu. Il a considéré également que le sol est homogène. Ça veut dire quoi? Ces constantes sont égales en tous les points. Et enfin, il a considéré que le sol est isotrope. Ces constantes sont égales dans toutes les directions. On va regarder maintenant les hypothèses sur les charges. La charge P est ponctuelle. Ensuite, la charge P est perpendiculaire au plan limitant le demi-espace. À partir de ces hypothèses, Boussinesq va développer une formule. Vous avez la charge P qui est ponctuelle. Vous avez la surface semi-infinie plane horizontale. Et vous avez un endroit où le calcul va être considéré à cette profondeur pour pouvoir déterminer la surcharge apportée. Cette force représente la charge de la structure. Cette charge est cause de tassement en modifiant l'état de contrainte du sol par rapport à ce qu'il était avant la mise en place de la fondation. Boussinesq en déduit qu'un élément de matériau soumis à la force P, voici la force P, subit un accroissement de contrainte verticale delta sigma, ici, delta sigma V, qui s'exprime comme suit: delta sigma V égale à 3,5 P sur pi Z carré cos 5 θ. Ça, c'est en coordonnées polaires. Vous avez le rayon ici R, vous avez Z, la profondeur, vous avez l'angle θ, P est la force ponctuelle appliquée, voici la force ponctuelle appliquée, Z est la profondeur du point de calcul sous le point d'application de P. Voici Z ici, la profondeur. Et vous avez l'angle θ qui est l'angle formé par la verticale. Voici la verticale. Et le rayon vecteur allant du point d'application de la charge au point de calcul. Voici le rayon ici. Ici, vous avez le R. Voici l'angle θ formé par la verticale et le rayon vecteur. En coordonnées rectangulaires, le delta sigma V en coordonnées rectangulaires va nous donner 3P sur 2 pi Z carré par 1 sur 1 plus R sur Z au carré, le tout exposant 5,5. P est la force ponctuelle appliquée ici. Z est la profondeur, toujours la profondeur du point de calcul sous le point d'application de P. Voici la hauteur Z. Et R est la distance horizontale entre le point d'application de la charge, le point d'application de la charge ici, P, et la verticale du point de calcul. Outre le fait que le comportement du sol n'est rigoureusement ni linéaire ni isotrope, l'hypothèse de Boussinesq est critiquable car il faudrait modéliser le comportement du sol en le caractérisant non par un module d'élasticité constante, mais par un module eudométrique de préférence, croissant proportionnellement à la contrainte effective normale, sigma prime, agissant sur la facette considérée. En général, la contrainte effective sigma prime varie d'un point à l'autre. En un même point, elle dépend de l'orientation de la facette. Le sol ne peut généralement être considéré comme homogène ni isotrope en ce qui concerne la compressibilité, et la loi de Boussinesq n'y est pas stricto sensu applicable. Cependant, cette expression de la contrainte verticale est considérée comme relativement satisfaisante, en particulier si la variation de contrainte est limitée et elle est utilisée couramment dans les calculs de tassement de fondation.